Euh, Mesdames et messieurs, je vous remercie tous et toutes d'avoir accepté d'assister à ce premier webinaire francophone d'OpenAir. Je pense que nous avons tous le privilège aujourd'hui, grâce à ces nouvelles technologies, d'être à la fois à Dakar, à Douala, à Ouagadougou, à Johannesburg et à Ottawa, sans compter bien évidemment les autres villes où sont établis les invités qui ont accepté d'être parmi nous. Je tiens tout d'abord à remercier toutes les équipes qui ont travaillé pour assurer cet événement en collaboration avec le Centre de droit en technologie et société de l'Université d'Ottawa, le Newfound Chair Transformative Innovation and the Fourth Industrial Revolution and Sustainable Development, pour leur appui et leur soutien pour pouvoir organiser cette première manifestation francophone d'Open Air. J'en profite également pour remercier les intervenants panélistes qui ont accepté favorablement de répondre à cet appel, puisqu'on partage tous et toutes les mêmes enjeux communs, en l'occurrence l'avenir post-pandémie de notre cher continent. J'adresse finalement mes remerciements à nos invités africains, canadiens et européens. Chers invités, votre présence est d'autant plus importante que vos contributions et questions seraient nécessaires pour enrichir ce débat, qui se veut un débat pluridisciplinaire. Vous avez déjà entendu parler d'Open African Innovation Research. Toutefois, je dois vous avouer que la personne la mieux placée pour vous en parler davantage est professeur Jérémy Debir. Il est professeur à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa et cofondateur d'OpenAir. Jérémy Debir, à vous la parole. Merci, Hamid. Bonjour et bienvenue à notre webinaire sur COVID et l'économie informelle de l'Afrique. C'est un grand plaisir de vous voir aujourd'hui. Que vous regardiez la diffusion en direct ou en l'enregistrement, nous sommes heureux de partager nos recherches et nos idées avec vous. Je m'appelle Jérémy Debir et je suis professeur à l'Université d'Ottawa au Canada, la plus grande université bilingue du monde. I and my colleagues, Dr. Chidi Ogwamanam here at UOttawa's Center for Law, Technology and Society, Dr. Erica Kramer-Mbula at the University of Johannesburg, the institutions that are co-hosting this seminar, are among the leaders of the Open Air Partnership. Together with Dr. Nagla Risk at America University in Cairo, Dr. Isaac Rutenberg at Strathmore University in Nairobi, and Drs. Tobias Schoenvetter and Caroline Kube at the University of Cape Town. The Open Air Network is researching Africa's role in the global knowledge economy. Dans le contexte de cette pandémie mondiale, l'innovation africaine est plus importante que jamais. So that's why renowned experts from the African continent have joined us to discuss the impact of COVID on Africa's informal sector and the impact of informal sector innovation on COVID. Avant de continuer, je veux souligner deux choses au nom du réseau Open Air. First, we mourn the loss of hundreds of thousands of lives worldwide as a result of COVID-19. And we hope that our research contributes, at least in a small way, to promoting innovation that stops this pandemic. Second, we cannot and will not ignore the violence being perpetrated in North America and around the world against people from racialized communities, particularly people of African descent. Equality and inclusion are core values motivating our research and our researchers, and we will always be advocates for justice and commit to work that helps eliminate racism. Donc, cela dit, permettez-moi de vous présenter le modérateur du webinaire, Hamid Benmadi. Hamid, who's completing his doctoral studies at UOttawa, is one of Open Air's brightest new and emerging researchers and a driving force behind our network's engagement in French-speaking African countries. We're very proud of the work he's accomplished and thank him for organizing and moderating today's discussion. Hamid, c'est à vous. Jérémy, je vous remercie. Et cela me fait plaisir énormément de pouvoir contribuer à cette première initiative francophone d'Open Air. Pourquoi nous avons choisi de discuter de l'informel, voire de manière générale de l'informalité comme phénomène? Je pense que la COVID-19 aujourd'hui incite les gouvernements et les institutions publiques à renouer des liens plus étroits avec l'informel. Pourquoi?
parce que nombreuses sont les personnes qui sont frappées de plein fouet par cette crise, premièrement. D'un point de vue statistique, 62% de la population mondiale ne peut pas se permettre le privilège de se confiner, soit approximativement 2 milliards de personnes selon l'Organisation internationale du travail. Malheureusement, en Afrique, 5 millions jusqu'à 29 millions de personnes passeraient sous le seuil de pauvreté extrême. Les employés informels seraient les victimes les plus touchées, les plus affectées par cette crise. Pourquoi ? Parce qu'ils risquent malheureusement de basculer de la pauvreté transitoire vers la pauvreté extrême et d'y rester au moins une décennie. Étant donné que ces hommes et ces femmes qui travaillent dans l'informel manquent souvent de moyens et de ressources financières suffisants, notamment en matière de couverture et de protection sociale, la plupart n'ont le choix que de finalement utiliser leur fonds de roulement pour la consommation. Contraints de fermer leurs activités formelles et informelles de manière définitive, ces acteurs se trouvent confrontés à l'emploi précaire. D'autant plus que la création de l'emploi devrait baisser de 1,4% à 5,8% en 2020, selon la Commission économique d'Afrique. Malheureusement, dans ces conditions, deux dérives sociales vont émerger. D'une part, l'augmentation du travail des enfants et d'autre part, la baisse du taux de la scolarisation, particulièrement chez les jeunes filles. Ainsi, de nombreuses questions se présentent et s'imposent face à une situation aussi complexe. Premièrement, quelles sont les conséquences économiques et sociales de la Covid sur l'informel? Deuxième question, quelles sont les actions à mettre de manière urgente pour réduire les conséquences sur les acteurs de l'informel? Troisième question, quelles sont les actions à mettre en œuvre à moyen terme pour déconfiner de manière sécuritaire et relancer progressivement les activités informelles? Toutefois, toutes ces actions seraient vouées à l'insuffisance, voire à l'échec, si on ne pense pas à long terme, c'est-à-dire si on ne pense pas à mettre en place des actions qui permettent de faire de l'innovation informelle un levier de la relance post-pandémie et de cette manière régler les dysfonctionnements structurels qui nuisent aux acteurs de l'informel. Mesdames et messieurs, à cette fin, cet échange sera organisé en deux grandes sessions, notamment la session discussion et la session questions-réponses qui permettrait à nos invités d'enrichir ce débat. Si l'échange se déroule essentiellement en français, c'est parce que OpenAir entame un nouveau engagement francophone. Toutefois, pour faciliter la participation de nos collègues anglophones, j'ai à mes côtés ma collègue Esther Ngom, chercheur associée à OpenAir, qui est prédisposée également à assurer la traduction de chaque partie, de chaque intervention, afin de faciliter les échanges, comme je viens de le mentionner, avec nos homologues anglophones. Sans tarder plus que ça, car je dois respecter le temps qui m'est accordé, d'autant plus que la discipline est le premier pas vers le développement, je devrais céder la parole à ma collègue Esther Ngom pour résumer en gros cette introduction avant de passer à la première intervention qui va être assurée par notre chère professeure, Madame Fato de l'Université Cheikh Anta Diop. Esther Ngom, à vous la parole. Esther, votre micro est coupé. Esther, your mic is muted. You'll find a panel at the center with a mic. You can click on it to unmute it. Hello. Yes, we can hear you. Hello. Okay. Good. Okay. Thank you. I'm Esther. As Amit said, I'm a member of OpenAir since 2011, and I'm glad to be here with you today to co-facilitate this first Francophone webinar we're organizing. As Amit said, many people have been eaten by the crisis, but by COVID, and it's 62% of the world working population. We cannot afford the privilege of being confined. They have to work because they are in the informal sector. They don't have normal formal work.
and that is more than 2 billion of people who depend on informal activity, according to ILO reports of 2020. In Africa, 5 to 29 million of people will be in the extreme poverty line because of the crisis, and informal workers will be the most affected victim, according to a report from the Economic Commission on Africa. And because those people from the informal sector, they don't have a lot of savings and they don't have any social protection coverage, and they don't have no choice but to use their working capital for consumption because of the crisis. So they are forced to cease their informal activity temporarily or permanently because the clients cannot go out because of the COVID. And since the annual creation of formal jobs expected to drop from 1.4% to 5.8% in 2020, they will be more exposed to precarious employment and have less income, according also to the Economic Commission of Africa. It should be noted also that this will have as consequence to have more children go to work because they will have to help the parents, and in the other hand, they will not go to school. We will have less children going to school and more children working. These are some of the consequences of COVID in Africa. So with that diagnosis, numerous questions arise, and to help us to understand the complex situation, these questions are: what are the economic and social consequences on the informal employment of Africa? What are the economic and social consequences of the COVID crisis on the informal employment in Africa? What are the urgent actions that need to be taken to mitigate, to reduce those consequences that will be identified by our panelists? What are the medium-term actions that can be implemented to gradually reduce those consequences and have people back to their activity in a gradual way? What are the actions to make informal innovation a lever of post-pandemic recovery? How can innovation help on this action to reduce the effect of COVID and have people going back to their work and have their life back to normal? To this end, this exchange will be organized in two main sessions, like Amit said: the discussion session with 5 interventions and a session of question and answer. The exchange will be in French and English with a summary in the other language. When we use French, we have a summary in English and French, and so on for the English. And I will be facilitating the exchange with my colleague Amit. Thank you for your attention. Merci Esther. Je pense qu'on peut déjà commencer la première intervention avec ma collègue de l'université Cheikh Anta Diop, qui va nous éclaircir davantage sur la nature de l'écosystème informel. La question qui se pose, c'est pourquoi s'intéresser à la nature de l'écosystème informel en tant que tel. Toutes les actions que les gouvernements aujourd'hui ambitionnent de mettre en place sont conditionnées par la nature de l'écosystème informel, et non seulement sa nature économique, mais surtout sa nature sociale. Pourquoi? Parce que les actions à déployer doivent s'ajuster à l'environnement où les acteurs de l'informel vivent. En raison malheureusement de leurs conditions de vie souvent insalubres, les acteurs de l'informel et leurs familles demeurent plus exposés au virus que le reste de la population. On ne peut pas tout simplement leur exiger des mesures d'hygiène sans prendre en compte les défis de leur contexte. Par exemple, la pénurie d'eau potable limite non seulement la possibilité de se laver les mains, et les oblige malheureusement à se mettre en danger dans des files d'attente pour se procurer quelques litres d'eau par jour. À titre d'information, 2,2 milliards de personnes sur la planète n'ont pas accès à une source d'eau potable, soit 85% de la population en Afrique subsaharienne se retrouve confrontée aux mêmes défis. À ces défis s'ajoute également la malinformation sur le virus, ses symptômes, les mesures préventives à mettre en place,
notamment sur le lieu de travail où la distanciation physique semble difficile à respecter. C'est pour cette raison que j'invite ma collègue, Madame Fatou, de l'Université Cheikh Anta Diop, de nous éclairer davantage sur l'économie informelle, notamment sur son écosystème d'une part et d'autre part sur les défis qui peuvent nuire aux politiques publiques face à la Covid-19. Pensez-vous que les effets de la pandémie peuvent différer d'un secteur à un autre? Car parfois une analyse sectorielle s'impose pour savoir plus tard quels sont les secteurs prioritaires à favoriser et sur lesquels il faudrait miser. Si la réponse est oui, il se peut que des populations se retrouvent plus affectées que d'autres populations. Quand on parle des femmes aujourd'hui qui sont plus actives dans l'économie informelle, on s'attend à ce que les femmes soient les victimes les plus affectées par cette pandémie. Vers la fin, j'invite ma collègue à nous proposer quelques pistes à explorer pour assurer une reprise qui soit inclusive et durable. Madame Fatou, à vous la parole. Merci, Ami. Notre intervention va s'articuler autour de 4 thèmes d'abord. Notre intervention s'intitule « Quelle aide d'urgence pour les travailleurs informels face au Covid-19 en Afrique et plus particulièrement au Sénégal ?» Donc, le constat que nous avons fait depuis décembre 2019, c'est que le monde vit au rythme d'une épidémie du Covid-19. Donc, qui a commencé à se propager en Afrique en fin février, début mars, dans la plupart des pays africains. Donc, le premier défi auquel les pays africains font face, c'est un défi au niveau des systèmes sanitaires. Et comme on le connaît, les ressources matérielles nécessaires pour faire face à cette maladie posent beaucoup de problèmes au niveau des pays africains. Notons également qu'en Afrique, le système d'interaction sociale, en particulier la nature fondamentale informelle du système de production, pose un risque de taille à la réussite des politiques de confinement et de distanciation sociale au niveau des pays africains. Donc, le système de production repose principalement, ou 80% de ce système repose sur les petits acteurs informels, dont l'État n'a pas ou a très peu de visibilité et moins encore de contrôle. Ce sont des entreprises individuelles, ce sont des entreprises familiales, ce sont des entreprises qu'on appelle des micro- ou nano-entreprises qui constituent la vaste majorité du paysage entrepreneurial africain. Quels sont les défis sanitaires et socio-économiques liés au Covid-19? Le constat que nous avons essayé d'établir ici, c'est de voir quels sont les défis que la maladie du Covid-19 fait face à ces pays africains. Dans la majeure partie, on a constaté qu'il y a dans certains pays un arrêt de l'activité économique, ce qui risque d'avoir un risque de perturbation sur la distribution et sur la consommation des produits de masse. Le deuxième constat, c'est que les moyens de subsistance de l'écrasante majorité des populations africaines sont menacés. Si on considère que, par exemple, surtout au Sénégal, que le nombre d'emplois au niveau du secteur public ne représente que 500 000 personnes, alors que le secteur informel emploie plus de 80% de la population active. Donc, l'arrêt de ce secteur va entraîner une baisse des revenus au niveau du secteur informel et ça va entraîner une précarité pour certaines populations. Donc, si on cumule ces deux effets sur la chaîne de valeur et sur les revenus informels qui vont diminuer, on va avoir une perte totale de revenus au niveau de la population. Et qui parle de revenus va parler de baisse de PIB au niveau des pays africains. Et on va parler aussi de récession, on va parler de perte de recettes fiscales, même si l'informel contribue très peu à la recette fiscale directe, mais contribue plus de 80% à la recette fiscale indirecte des pays africains. Enfin, la situation, ça va entraîner une fragilité au niveau des gouvernements étatiques et aussi, ça va entraîner une situation d'instabilité politique au niveau de certains pays. Quels sont les impacts de la pandémie sur les activités productives et les moyens de subsistance informels?
Nous avons fait un constat au niveau des activités informelles. Le premier constat que nous avons fait, nous avons essayé de voir comment, avec l'arrivée de la pandémie du Covid-19, les systèmes de mobilité au niveau de certaines activités informelles. Si nous regardons par exemple pour le Sénégal, on a constaté que depuis le début du mois de mars, les individus sont surtout dans les zones résidentielles, c'est-à-dire que les individus sont restés chez eux. Et dans ce cas de figure, on constate que certaines activités comme les activités de commerce de détail, l'hôtellerie, la restauration, font des activités qui sont principalement touchées par le confinement, avec une réduction de 50% par rapport à la situation de départ, c'est-à-dire avant la COVID-19. Si nous regardons aussi la fréquentation au niveau des supermarchés et des pharmacies, on a observé une baisse de 40% de la fréquentation. Et le même scénario peut être répliqué sur le transport, aussi sur les autres activités du secteur informel. Maintenant, parmi ces acteurs qui sont très touchés, si nous nous référons à la littérature avec l'étude récente de Mbaye, Gueye et Golub 2020, on montre que les chaînes de valeur informelles prédominent dans le transport, dans le secteur du commerce de détail et dans d'autres activités qui sont citées comme la coiffure, la restauration, etc. Donc, ce qui montre que l'informel est particulièrement touché pendant cette COVID-19. Comment, si on prend le secteur informel où il est caractérisé par une prédominance des femmes et des jeunes, nous savons qu'avec la pandémie, on a l'absence, les femmes étaient touchées par la COVID-19. Les femmes sont affectées d'abord, ils voient leur moins de leur revenu diminuer. Ce qu'on constate aussi que ces femmes n'avaient pas une assurance médicale, donc ce qui fait qu'elles sont exposées par rapport à la maladie. Et les femmes étaient dans des secteurs comme la couture, la coiffure, les soins de beauté, le commerce, la transformation agroalimentaire, la production agricole, et ces secteurs étaient obligés. On avait constaté que la mobilité était réduite de moins de 40% lors des mesures que les États ont prises. Donc, ce qui fait qu'incontestement, les restrictions sur les activités informelles n'ont fait qu'ajouter une situation de précarité quasi générale dans le secteur, touchant plus les femmes que les hommes, avec de faibles niveaux de revenus, manque de financement, de formation et absence de couverture sanitaire et de retraite. Donc, ça vient aggraver la situation des femmes dans le secteur informel. Maintenant, comment appuyer et pourquoi appuyer le secteur informel? D'abord, pourquoi appuyer le secteur informel? L'appui aux travailleurs de l'informel dans ce contexte de pandémie du COVID-19 se justifie à plusieurs niveaux. D'abord, on a montré que dans la plupart des pays africains, le secteur informel regroupe à peu près environ 60 à 80% de la population active. Deuxièmement, les restrictions qui sont liées sur plusieurs évaluations, ce qui tend à exacerber la situation de précarité du secteur informel. Si ces acteurs de l'informel ne sont pas pris en charge, ils peuvent constituer une sérieuse menace à la paix sociale et à la stabilité politique, comme le montre l'expérience de président arabe. Comment les appuyer? Nous avons proposé un appui suivant les types d'activités, parce que le secteur informel, à la fois, il y a plusieurs activités. Il faut différencier l'informel rural de l'informel urbain. Il faut aussi que l'appui soit différencié suivant le secteur d'activité. Donc, je vais donner quelques exemples d'appui nécessaires au secteur informel par rapport au Sénégal. D'abord, l'informel rural. Si on prend le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, il y avait déjà des programmes de modernisation qui étaient déjà en cours et qui touchaient certains secteurs comme le riz, l'horticulture et tant d'autres. Il y avait des structures d'organisation visant les producteurs en vigueur dans ces secteurs comme l'arachide, l'horticulture, etc.
Donc, une implication de l'université pouvant les aider à améliorer les modalités d'encadrement et de modernisation. Si nous prenons les secteurs comme la confection, les activités de cuir et pose, c'est-à-dire l'artisanat en général, on pourrait les appuyer directement à travers les chambres de commerce, ce qu'on appelle les associations fêtières, etc. Donc, toujours avec un appui scientifique de l'université. Deuxième groupe qui sont dans le secteur informel et qu'il faudra appuyer, ce sont les mécaniciens, les tôliers, les métiers sur l'automobile. Ce sont des secteurs qui occupent des grands espaces ouverts au niveau des centres urbains. Donc, les modèles d'organisation sous forme d'entreprises communautaires sont disponibles et sont prêts à l'emploi dans certains pays. Donc, en les associant à ces modèles d'organisation avec du financement, on pourrait les aider à sortir de la précarité. Et le groupe, c'est-à-dire les commerçants. Si on regarde le problème qui se pose au niveau du commerce informel, c'est que c'est la chaîne de valeur. D'abord, il y a les petits détaillants et il y a les marchands ambulants. Il faudrait, en fluidifiant les circuits d'approvisionnement, l'État peut fournir des garanties à leurs fournisseurs et pour qu'ils les mettent à la disposition des marchandises à crédit. Et dans une seconde phase, l'État pourrait créer des marchés spécialisés parce que les marchands ambulants sont au niveau des abords des structures étatiques, etc., dans les centres-villes. Donc, c'est les regrouper dans un marché spécialisé suivant le produit. Donc, fixer les marchands ambulants, fixer les détaillants pour permettre de maîtriser la propagation du virus. Donc, passer suivant le produit, avoir des marchés spécialisés et avec des jours d'ouverture de ces marchés. Donc, qui va prendre que des types d'activités, au lieu de préconiser des marchés à ciel ouvert comme nous le constatons dans la plupart des capitales au niveau des pays africains. Et dans ce processus, il s'avère nécessaire d'aménager d'autres espaces pour accueillir ces marchés en dehors de ce qui existe déjà, c'est-à-dire pas dans les marchés habituels, mais en dehors de ces marchés habituels que nous observons dans la plupart de ces pays africains. Comment prendre en charge les défis liés à la gestion du COVID-19? Nous avons observé un élan de solidarité au niveau des pays africains avec la propagation du virus. Ce que les gouvernements ont appelé des fonds de riposte et de solidarité. Pour le Sénégal, par exemple, le gouvernement sénégalais a eu un coût estimatique de 1 000 milliards de francs CFA, environ 1,5 million d'euros, pour soutenir les secteurs les plus touchés par la propagation du virus. Donc, il faudrait que l'État regarde par rapport à ce secteur d'activité comme le tourisme, les secteurs d'activité comme le commerce informel, etc., et les secteurs comme l'horticulture et comme l'élevage, comment les appuyer de façon plus efficace avec ce fonds de riposte. Comment tirer profit des avantages d'une reprise basée sur les activités informelles? Donc, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a une palette de plus élargie d'opportunités de financement, que ce soit au niveau national et que ce soit au niveau international. Au niveau national, donc si on prend l'exemple du Sénégal, on a une pluralité de financement, qui soit direct comme direct, indirect au paiement, informel pour la plupart. Ces sources incluent la Délégation générale de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DER, l'Agence de développement de l'encadrement des paiements, le bureau de mise en œuvre, etc. À l'état actuel des choses, ces différentes agences se chevauchent dans leur mandat et leur champ d'intervention et auront besoin d'être articulées en clusters définis pour permettre aux entreprises informelles d'avoir plus de sources de financement et d'avoir des actions plus rapides et plus spécifiques pour ces entreprises informelles. Il y a aussi, au niveau international, le Sénégal a eu beaucoup de partenaires bilatéraux comme multilatéraux qui disposent de programmes de financement pour ces types d'acteurs, comme les associations de femmes, etc. Et beaucoup d'activités qui peuvent héberger, comme l'horticulture, les activités menées par les groupements de femmes et autres. Au niveau régional et international, la plupart des guichets de financement disponibles pour appuyer les activités sectorielles de production concernent d'une façon ou d'une autre ce type d'acteurs. Les ressources
disponibles aussi au titre des fonds climatiques, constitue à mon avis le guichet qui offre plus de possibilités d'obtenir des niveaux de financement records jusqu'à qui ne sont pas tellement exploités au niveau de nos pays africains. Donc, le deuxième, la toute dernière chose qu'il faudra voir, c'est-à-dire que le problème de la maladie pose un autre problème au niveau de l'emploi. Il y a eu des chômages, ce qu'on a appelé le chômage, de mise en chômage dans certaines entreprises. Donc, ça veut dire qu'il faudra consolider les emplois qui existent déjà au niveau de ces secteurs qui sont touchés, comme le tourisme, au niveau du tourisme, comme au niveau du commerce. La plupart des programmes qui existent sur l'emploi entrepreneuriat cherchent à créer de nouveaux emplois ou de nouveaux entrepreneurs. Très souvent, la formation est perçue comme la voie indiquée pour la création de nouveaux emplois. Or, ici, comme nous le savons, le chômage résulte d'un déséquilibre entre l'offre de travail et la demande de travail qui dépend du niveau de l'activité. Ici, ajoute que le Sénégal souffre plus sous-emploi que le chômage. Donc, il y a plus intérêt à se focaliser sur la consolidation des emplois existants que sur la création de nouveaux emplois. Et cette remarque pourrait être faite concernant les programmes d'appui à l'entrepreneuriat visant à créer des entrepreneurs par des formations dédiées, alors que l'entrepreneuriat est plus une question d'état d'esprit que de formation. En bref, voici un certain nombre d'appuis, de propositions de politique économique que j'aimerais partager avec l'assistance. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Ami? Madame Fatou, je vous remercie de votre intervention qui nous permet bien évidemment de comprendre de manière un peu plus approfondie la nature non seulement économique, comme je viens de mentionner, mais surtout la nature sociale de l'informel et des acteurs informels. Ce qui m'a plus frappé dans votre intervention, c'est le fait que les acteurs informels aujourd'hui sont plus liés par des liens sociaux, communautaires, qu'on ne peut pas analyser uniquement sur la dimension économique. Et que si on souhaite aujourd'hui apporter des réponses véritables, pragmatiques sur le terrain, il faut comprendre le contexte dans lequel l'entrepreneur informel est enraciné. Celui-ci se retrouve finalement fidèle à sa famille, à sa communauté, parce que celle-ci apporte à un certain moment un soutien que le système parfois bancaire officiel ne peut pas apporter, et que par conséquent, celui-ci doit répondre à des imprévus parfois de famille. Et donc, on est plus dans des raisonnements qui dépassent des raisonnements marchands monétaires et qu'on se dirige de plus en plus vers des raisonnements non monétaires et non marchands. Et que les propositions et les politiques à proposer aujourd'hui par les gouvernements devraient davantage comprendre cette réalité. Avant de passer à l'intervention suivante, j'invite ma collègue Esther Ngom, si elle est connectée, à dresser un résumé pour nos amis et nos collègues anglophones. Si Esther a des problèmes de connexion, ma collègue Victoria Shore peut très bien en fait intervenir pour assurer la traduction. Esther, are you there? Esther? I don't think so. Okay. Perfect. So hi, yes, I'm Victoria Shore. Probably many of you have seen my emails already. I'm going to give a short, we'll see if Esther comes back or not. I'm going to give a very short. Yeah, I think Esther is back. I see her connected now. Yeah. Esther or I are going to give a very short summary of the presentation in French that was given, and we're going to give it in English for the people who don't speak French. So it was a great presentation, obviously focusing on Senegal, given her specialization. But a lot of what she was saying applies for much of the African continent, if not nearly all. In the informal sector, of course, there's a lot of social interactions that are very informal in nature, connections through people-to-people contacts, word of mouth. And this has been extremely hit by the confinement measures because of COVID. As we know, the informal sector is often
poor and not always at full productive capacity, labor intensive, and at least in Africa, the majority are women. So the health and socioeconomic challenges related to COVID-19, along with all of the public health challenges and economic challenges, have made it very difficult on the informal sector in Senegal in particular, as well as everywhere else. It's made their work even more precarious and perilous. In one case, because they're more susceptible to getting the illness because they interact with so many people on a close daily basis, but also because when they aren't able to interact because of policy measures and confinement measures, they aren't able to run their businesses at all in many cases. And many of these businesses, they're living either on a daily basis or some cases a weekly basis. So if they can't work for a week, then they don't eat. So the impact has been quite significant, particularly for women. In the context of the pandemic, women are doubly affected because they often have to take care of sick loved ones and other family members. And they might not be able to continue doing their income generating activities because of these other caregiving responsibilities that have been doubly impacted by COVID. Especially this would be the case in services sectors. So this is like sewing, hairdressing, beauty treatments, but also in food processing, trade, agricultural activities. Her research also looks at their many differentiated impacts of COVID-19 on most vulnerable groups, not just being women. It would also be often young people who have had a hard time trying to find work after graduating. Children, in many cases, are working in the informal sector, and in some cases, non-legal residents. So they're not really illegal, but they're not in legal residence in that country because they come from other countries. So one of the challenges is how to mitigate these impacts while still defending against COVID and the COVID recovery. Another is improving the targeting of responses. So as opposed to blanket responses, how can we target responses to help people in the informal sector, women, and various other doubly impacted groups? And finally, that we need to make sure that the informal sector is recognized, is given priority, and not as an afterthought. That the informal sector is an essential portion of the Senegalese economy and other economies, and that it needs to be treated with the priority of the majority of people. With about 80% working in the informal sector in Senegal, the majority of the people need these measures and need the informal sector. Ceci nous permettra de passer à la deuxième intervention qui sera animée par ma collègue professeure Erika Mboula, titulaire d'un doctorat en études de développement à l'Université d'Oxford. Erika est professeure à l'Université de Johannesburg. Elle dirige la chaire Newton Fund sur l'innovation transformative, la révolution industrielle et le développement durable. Please, Erika, we would like to know more about how informal innovation and specifically informal entrepreneurs are adapting their businesses to this pandemic and how they are trying to be more innovative in the way they react to the consequences of economic consequences and social consequences of the COVID-19. And we know that in the African context, innovation has some specific particularities, which is open innovation and collaborative innovation, specifically in the so-called hubs in various African countries. And we would like to pay particular attention to that diversity of hubs and coexistence of traditional science parks and the new modalities of hubs such maker spaces. So what we would like to know specifically is how these modalities are affected by COVID-19 pandemic and how they are trying to resolve these economic and social consequences.
Just a quick test. Okay. Thanks very much, Hamid, for the introduction, and thanks everybody for joining this seminar. It's really a pleasure to take part in it and also to co-host it. I am a member of Open Air, and I've been for a number of years. I am part of the steering committee and also one of the theme leaders in informal sector innovation. Let me just, before I try and address the questions that have been posed by Hamid, I would like to give a little bit of a background of the lockdown in South Africa and some of the broad consequences that it's had on the informal economy, which are, as the previous presenter and as Victoria also in her translation indicated, some of those are applicable or visible in the rest of the continent as well. So many of them are quite similar. But just to give you a bit of background, on the 15th of March of this year, the South African president declared a national state of disaster in response to COVID. And we started a 3-week lockdown on the 26th of March, which was further extended to the 30th of April. It was one of the most restrictive on the African continent, and actually one of the most restrictive in the world. And shops, restaurants, non-essential businesses was closed, and we were only authorized to leave the house for essential grocery shopping and for medical reasons. So there was a complete outdoor ban of all activities. We still continue in lockdown, and many of the restrictions have now been eased as we move from what was level 5 to current level 2. Now most social and economic activity starting to resume. But I think it's very important in the context of South Africa, it's very important to locate the lockdown within its bigger picture of inequality. So South Africa is still one of the most, if not the most unequal countries in the world, with a Gini coefficient of like 0.63, about 14%, some estimate that even a quarter of the population live in informal settlements without proper housing, limited access to sanitation, water, and the overall unemployment rate is close to 30%. The estimation of the informal economy is something that varies between 3 million and 5 million. Others say that is much higher. And these figures are before the pandemic. So obviously, for those that were already in the informal economy before the nationwide lockdown, the COVID-19 has had a very severe blow and impact on their livelihoods. As it was mentioned by the previous presenter as well, it's not only street traders that have had the livelihood affected in terms of income, but also women were the worst hit, since they also have most of the face-to-face informal jobs that require personal contact, such as hair salons, domestic workers, childminders, traditional healers, and so on. So also they suffered some of the most, the worst social impacts from the lockdown, as it was mentioned, because of the assumed obligations in the household, since the kids were not in school, but also as victims of domestic violence, which has been in the rise in not only in South Africa but in pretty much in all countries in the world. I think in South Africa the lockdown was the image of the country in the sense that it brought up the contrasts of inequality. So among the middle class, the lockdown was well respected, and people in general stayed at home with their families and so on, baking bread together. The situation was very different in poorest and informal settlements, where people that were not working meant staying at home in highly dense situations where social distancing was very difficult, with in many cases with pre-existing conditions of TB, HIV, and AIDS, and other immunodeficiencies that are prevalent in those environments. So I think the full economic damage of COVID-19 is pretty uncertain, and it will take probably months and years to grasp the magnitude of the extent of this damage.
Some have estimated that between 3 and 5 million South Africans, 3 million South Africans have lost their jobs as a result of the lockdown, and many more will lose it in the previous month, in the coming months. So one big question is whether we will see more people entering the informal economy, and if so, what are the implications of these new entrants? How are they going to, and this is moving towards Hamid's question, what are we likely to see in the future in the informal economy? Well, traditionally, the informal economy has been conceived or understood as almost like a shock absorber for the formal economy. So if you lose your job, or if you don't have a job in the formal economy, then you will try and find one informally. But some evidence in South Africa has shown that, looking at the financial crisis in 2008, that is not the case, because both the formal and the informal employment contracted when we look at the case of the 2008 crisis. So it's likely that we are facing a similar scenario, where we see a contraction both in the formal and informal jobs. So what we may be facing is a moment of disruption in the labor markets that require new institutions, new rules, new ways of ensuring that economic damage of COVID-19 is not borne disproportionately by the poor. And in South Africa, there are a number of measures that have been taken in terms of supporting the micro and small enterprises, relief funds for small businesses, also cash grants for vulnerable populations, food parcels that have been distributed, and so on. But much more needs to be done. Actually, when we think about innovation in the informal economy, we know that adapting to a new situation, molding a new way of life, and surviving external forces is not a foreign concept for most informal entrepreneurs. It's never business as usual, and change is the constant reality that they have to adapt to. And the informal sector has responded quite creatively and rapidly to COVID-19. We've seen, and this is anecdotal evidence, unfortunately, we haven't been able to go out there and do the research, the field work that is necessary to capture this. Although as soon as it's possible, I think is a very important bit of information to collect. But there have been local groups and community structures providing services to collect data on residents and different facilities. So actually, many of the track and trace services in informal settlements have been organized informally and locally. The informal sector has also responded quite rapidly to the production of face masks, which are compulsory in South Africa, using African fabrics. In fact, the president of the country often wears one, indicating in his speeches that this is an example of African entrepreneurship that should be supported. Developing and installing hand washing stations, often mobile and made with limited technology. Community support groups to support women and those that are sick and those that require psychological support. So our evidence really tells us that some of the strengths of the informal economy is precisely this ability to innovate based on collaboration, on sharing knowledge and ideas, and often addressing immediate social needs. So informal sector innovation often very clearly has the social value, and it will be important to draw on these strengths and think about identifying and upscaling innovative solutions that emerge informally during lockdown, especially at a time when the social fabric has been severely damaged. You asked me about the possibilities in different modalities of hubs, and particularly makerspaces. Well, makerspaces use a variety of technologies, particularly 3D printing. And we've seen 3D printing in particular playing an important role in developing protective equipment, face masks and shields for medical staff. Actually, our university has been engaging with some of these technologies to develop cheap and rapid
delivery of face shields and protective equipment. There's a lot that needs to be done. I think the development of skills and learning from each other, quick skills, learning from each other is again something that the informal economy can provide in this context. But looking ahead and thinking about what can be done in the future to support the long-term development of informal sector innovation, I think something that has become very obvious is that social and economic interactions have moved very rapidly to the digital space. And this seminar, for instance, is a testimony to this, and all the Zoom meetings that we hold daily. We all have become very used to shopping online, to working online, to interacting online. And the support of digital technologies in informal settlements and disadvantaged areas becomes really essential to build a more inclusive future. There are examples that I've read, unfortunately not in Africa, but in Latin America, of government providing support to informal workers so they can commercialize, for instance, homemade food online, creating platforms where informal traders can buy and sell their products online while maintaining social distances are some of the opportunities that one needs to consider. But finally, it's about reducing inequalities to prevent further damage coming from future economic shocks. So I think at the policy level, it comes down to reducing inequality through direct and deliberate policy interventions, because unfortunately inequality doesn't evaporate by itself, but it requires deliberate action. And I think thinking about combining a redistributive approach to policy with a better understanding of innovation in the informal economy and how to draw on its strengths to upscale those innovations with social value is essential to the future. Thanks so much, Erika. Avant que je passe à la troisième intervention, il me semble approprié de présenter un résumé qui serait bref, mais surtout pertinent de l'intervention d'Erika, surtout qu'elle a pu mentionner plusieurs points qui me semblent très bien nuancés. Commençons tout d'abord par le diagnostic préalable et élémentaire de la situation en Afrique du Sud, en rappelant que le confinement a été dans un processus qui s'est installé de manière graduelle, passant d'un confinement sévère jusqu'à un déconfinement graduel. Le plus, je pense, important dans l'intervention d'Erika, c'est le fait de rappeler les défis que la population informelle en Afrique du Sud auxquels fait face, notamment les inégalités sociales en matière d'accès à l'éducation, à la santé, d'autant plus que cette crise n'a fait qu'aggraver davantage, malheureusement, ces inégalités entre les populations les plus vulnérables et les populations les plus aisées. Les remarques qui ont été soulevées portent également sur les secteurs qui ont été plus touchés par cette crise, surtout les secteurs dont les modèles d'affaires rendent la distanciation sociale délicate, difficile à respecter, d'autant plus que certaines zones géographiques à forte densité de population, comme les bidonvilles, ont été plus affectées par la Covid-19, ce qui nous invite bien évidemment à revoir la façon avec laquelle on analyse les effets de la Covid-19, non seulement d'un point de vue économique et social, mais également d'un point de vue géographique, puisque d'un point de vue géographique, certaines zones sont touchées plus que d'autres. Ce que Erika nous a rappelé dans son intervention, c'est que l'informel permet de résorber le choc de ces crises. Ce qu'on constate dans le cas de l'Afrique du Sud à travers des initiatives de communautés locales qui se sont rapidement organisées pour satisfaire les besoins médicaux élémentaires, tels que par exemple la réorientation de leur métier vers la fabrication de masques et la production de gel. Surtout que ce sont des initiatives qui visent à supporter les populations qui n'ont pas accès
à ces produits élémentaires pour se protéger contre les conséquences de la COVID-19. Erika, en fait, conclut son intervention par le fait de rappeler qu'il y a un grand potentiel à développer entre le monde et l'univers universitaire, d'une part, et l'informel, d'autre part, via l'exploration de nouvelles formes organisationnelles d'entreprises, notamment, par exemple, les makerspaces. On peut commencer à mettre en place des programmes de formation, des programmes de coaching à ces jeunes entrepreneurs informels pour les orienter, pour qu'ils puissent passer de certaines activités classiques traditionnelles vers des activités de plus en plus innovantes, en l'occurrence le e-commerce. Erika a donné l'exemple de l'Amérique latine où des gouvernements ont mis rapidement en place des plateformes de commercialisation en ligne des produits homemade pour assurer le respect des mesures d'hygiène. Bien évidemment, vers la fin, Erika revient sur les mesures, ou plutôt sur les réformes structurelles que les gouvernements en Afrique devraient mettre en place si on souhaite voir des changements véritablement s'installer dans les communautés les plus vulnérables, notamment via des politiques redistributives qui vont leur permettre d'avoir plus de revenus pour qu'ils soient capables d'investir et de réinvestir dans leurs entités micro-informelles. Je peux inviter ma collègue, Madame Marie-Thérèse, professeure et doyenne de la faculté d'économie et de sciences de gestion de l'Université de Douala, à nous partager sa réflexion et sa lecture sur le cas de l'économie informelle camerounaise. Bien évidemment, on cherche à comprendre la situation préalable, c'est-à-dire la situation avant la COVID-19, pour mieux identifier les changements et les défis qui ont émergé suite à la genèse de la dite pandémie. Madame Marie-Thérèse, à vous la parole. Merci beaucoup. J'activais le son. Vous me suivez? Oui, parfaitement, on vous entend bien. Très bien. Alors, je voulais remercier les organisateurs de cette rencontre pour m'avoir associé à cette discussion sur le secteur informel. Alors, ce que je peux dire d'entrée de jeu, c'est que j'ai prévu une présentation en quelques points. D'abord, une introduction pour resituer ce qu'est le secteur informel au Cameroun. Un point ensuite pour faire la situation avant la COVID-19 et une discussion sur ce qu'est devenu le secteur informel avec la COVID et achever avec une brève conclusion. Alors, s'agissant du secteur informel, de sa définition, nous avons fait un essai de définition. Le secteur informel, de notre point de vue, est tout ce qui est entreprise dont les activités ne sont pas encore organisées par les pouvoirs publics. Il s'agit d'activités qui sont connues, donc elles ne sont pas inconnues des pouvoirs publics dans la mesure où elles sont régulièrement soumises à un impôt, on va dire, forfaitaire, mais qui est payé auprès de l'administration locale où sont situées ces unités de production. Ça peut être de manière quotidienne ou de manière mensuelle. Alors que le secteur formel, dans le secteur formel, les entreprises s'acquittent de l'impôt directement auprès des services des impôts compétents du ministère des Finances. Par ailleurs, une bonne partie des activités du secteur informel relèvent de plus en plus de la sous-traitance d'une partie des activités des grandes entreprises, c'est notamment le cas du secteur du numérique, avec les entreprises du secteur de la téléphonie mobile, les grandes structures de la téléphonie mobile, elles sont nombreuses actuellement au Cameroun. Le secteur informel participe activement à la dynamisation de leurs activités à travers des opérations de transfert de crédit, transfert d'argent, d'accès à Internet, etc. Alors, quelques caractéristiques qui pourraient justifier la grande dynamique de ces entreprises du secteur informel, c'est leur grande flexibilité, leur grande proximité de la clientèle,
l'avantage de développer des activités de détail. Si on prend l'exemple de la communication ou des transferts d'argent, elle peut faire des opérations de moins d'$1 américain, de moins d'€1, ce qui permet à toutes les couches de la population de pouvoir utiliser leurs services. On note également comme caractéristique majeure de ces activités, c'est leur forte mobilité. Elles peuvent changer facilement de localisation ou de situation géographique. Elles peuvent même être modifiées, passer d'un type de commerce à un autre. Et sur ce point de vue, nous voulions faire le point par rapport à ce que l'on risque souvent de confondre à l'économie informelle et qui est économie souterraine, parallèle ou clandestine. Il s'agit dans ces derniers cas d'activités qui sont cachées ou qui cherchent à se soustraire au contrôle du pouvoir public, contrairement à l'économie informelle que l'on connaît. Ces activités illégales, nous les connaissons, la drogue, la prostitution, etc. Alors, au Cameroun, le secteur informel occupe une place très, très importante dans l'activité de ces acteurs. D'abord, c'est des activités extrêmement diversifiées qui appartiennent pratiquement à tous les secteurs d'activité ou à la majorité, à la grande majorité des secteurs d'activité. Le transport par moto, la restauration, les communications téléphoniques, la cordonnerie, etc. Ce secteur, du point de vue de sa contribution au produit intérieur brut, ces activités occupent à peu près 90% de la population active et produisent l'essentiel de l'emploi et participent à l'essentiel de l'emploi. Selon le Fonds monétaire international, le secteur contribue à 30% à la formation du produit intérieur brut du pays. Et il faut le noter, l'essentiel de la population s'approvisionne auprès de ce secteur informel. Et la force de ce secteur réside donc dans ces caractéristiques-là. Et si jamais ce secteur n'était pas protégé, ce serait vraiment une catastrophe pour l'ensemble de l'économie. Pour ce qui est maintenant de ce qui se passe après le Covid, après la Covid, le secteur informel au Cameroun et la Covid, quel impact sur ces activités? Alors, cette crise sanitaire qui a débuté, nous le savons, nous le rappelons juste, en Chine en 2019, a affecté la quasi-totalité des pays du monde, tant sur le plan social, avec près de 24 millions de cas et plus de 800 000 morts dans le monde, que sur le plan des économies. L'Afrique globalement et le Cameroun en particulier semblent avoir défié les pronostics pessimistes à leur endroit, et notamment à celui de leur population, même si, il faut le reconnaître, ces populations n'ont pas été totalement épargnées. Au Cameroun, le cas sur lequel nous voulons nous appesantir un tout petit peu, 18 973 cas détectés au 27 août, avec 410 décès. Alors, cette situation de crise sanitaire a donc certainement eu un impact sur l'activité économique en général, et on a pu également ressentir cet impact sur le secteur informel. Alors, mais quelle est l'ampleur et comment la situation a-t-elle évolué? Selon une enquête de l'Institut national de la statistique au Cameroun, celle du mois de juin 2020 au Cameroun, le secteur informel qui représente près de 95% des activités commerciales, connaît donc un ralentissement de son niveau d'activité pour près de 82% au début de la pandémie notamment, contre environ 80% dans le secteur formel. Mais la combativité du secteur a été à son avantage et a permis quelque peu de retourner cette situation. Toujours selon cet Institut national de la statistique, la crise a des effets négatifs sur les activités des entreprises du secteur informel et du secteur formel. Mais pour le secteur informel, il faut souligner la baisse notamment de l'activité de l'ensemble des acteurs. Plus de 80% des entreprises ont une baisse du niveau de production d'à peu près 50%.
C'est l'exemple dans le secteur de l'hôtellerie, les auberges qui sont restées vides durant la crise. La perte énorme au niveau des denrées périssables du fait de la faible capacité de conservation et de transformation. Un impact également négatif sur l'emploi, généralement des emplois temporaires et quelque peu permanents. Ces entreprises ont aussi connu une baisse des effectifs de leurs employés, notamment dans le secteur, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de l'hôtellerie, de la restauration, de l'éducation, de la construction, du fait du confinement et des mesures barrières. Une baisse également au niveau de la rentabilité de leurs activités, les profits notamment de leurs profits, du fait de la baisse des prix. La baisse considérable des prix sur le marché, notamment dans des produits de consommation courante et notamment des denrées périssables. Il fallait donc pour ces entreprises que la situation se retourne et le premier pas a été amorcé par les pouvoirs publics qui ont donc automatiquement décrété le déconfinement. Si le confinement avait duré plus longtemps, cela aurait été une catastrophe pour le secteur et notamment pour l'ensemble de l'économie. Alors, l'une des qualités que l'on reconnaît à ce secteur, c'est sa résistance face à la crise sanitaire. Alors, cette crise, nous le disons, a souligné leur vulnérabilité face à des événements perturbateurs de grande ampleur, mais aussi leur grande flexibilité dans ce nouvel environnement du numérique a été salutaire pour elles. La modification des méthodes de vente, on a vu de tout petits opérateurs rentrer dans une livraison via Internet, des retraits et des commandes via Internet, la prise en charge à distance des clients, la mise en place du service des paiements en ligne dans lequel elles sont fortement impliquées du fait de leur appartenance aux entreprises qui sont des sous-traitants de la grande entreprise. Alors, cette résilience avec la réorientation des activités a été également bénéfique pour ce secteur. Elles ont muté facilement d'une activité à une autre sans aucune transition, on pourrait le dire. On a vu la petite entreprise produire des masques, produisent des gels hydroalcooliques et ce qui a été le plus important, ce qui s'est le plus développé, c'est la pharmacopée traditionnelle. Alors, cette pharmacopée traditionnelle se développe parce qu'il y a une bonne connaissance de ce qui pourrait être le traitement des symptômes de la COVID. Et ça a été salutaire parce que beaucoup d'acteurs de ce secteur ont pu se soustraire à cette maladie du fait du déploiement de ce qu'ils ont comme connaissance de cette pharmacopée traditionnelle. Nous pensons que ça a été là l'un des aspects salutaires pour ce secteur et pour l'ensemble même de la population, le développement de la pharmacopée traditionnelle. Alors, les entreprises du secteur informel, grâce donc à leur stratégie de résilience, ont donc pu mettre en place des actions de résistance face donc aux défis qui s'imposaient à elles. Leur levier principal qui a été la vulnérabilité et qui a amené les pouvoirs publics à lever très tôt en leur faveur le confinement, leur a permis donc de se réorienter. Et leurs atouts majeurs, nous le disons, leur atout majeur est leur grande flexibilité et la capacité à muter d'une activité à une autre. Et il faut souligner pour s'en féliciter l'importance particulière que la pharmacopée traditionnelle a apportée, autant pour vaincre cette pandémie, la vaincre progressivement parce qu'elle n'est pas totalement achevée, mais aussi de donner l'occasion à notre pays, à notre pharmacopée traditionnelle, de montrer au monde entier sa richesse, sa diversité et sa grande efficacité. Évidemment, les populations, le secteur a été soutenu par les actions de l'État, notamment une grande souplesse dans le paiement de l'impôt forfaitaire. Également, un effort a été fait
par les acteurs eux-mêmes pour se mettre ensemble, essayer de conjuguer leurs efforts pour pouvoir combattre localement cette pandémie à travers la finance informelle dans l'un des outils que nous connaissons qui est la tontine, c'est-à-dire la mise en commun de ce que l'on a comme revenu pour pouvoir assister tel ou tel acteur en difficulté. En absence d'un système de prévoyance sociale, un système de mutuelle organisée, cette assistance, cette tontine, ces actions sociales ont donc permis à ceux qui étaient un peu plus fragiles de pouvoir se relever. C'est vrai, la pandémie n'est pas totalement vaincue, mais elle a permis aux acteurs de se redéployer et de montrer aujourd'hui à l'ensemble du monde que l'on est capable d'innover face à une situation qui était inattendue. Je tiens à remercier une fois de plus ici les organisateurs pour nous avoir associés à cette discussion. Merci. Madame Marie-Thérèse, je vous remercie de votre intervention. Nous avons vu, grâce à cette intervention de Madame Marie-Thérèse, professeure de l'Université de Douala, que également, dans le cas camerounais, le secteur informel est un pilier de développement inclusif, surtout de la communauté la plus vulnérable. Ce que vous avez mentionné par rapport aux interventions qui ont précédé, c'est le fait que vous avez fait référence au savoir traditionnel ancestral et aux connaissances, ou plutôt à l'entrepreneuriat informel, qui est à mon sens également un champ de réflexion qui mérite une attention particulière, d'autant plus que celui-ci s'aligne sur les priorités d'OpenAir, puisqu'on s'intéresse également aux connaissances ancestrales et comment celles-ci doivent être protégées contre parfois l'exploitation des firmes multinationales sans que la plus-value soit redistribuée aux acteurs qui sont les créateurs de la richesse et qui sont les véritables acteurs derrière le processus de création de la valeur ajoutée dans ces domaines. Sans que je tarde encore plus que ça, je pense que je vais céder la parole à ma collègue Victoria Shore qui peut nous résumer en quelques points les principales conclusions et les principales remarques qui ressortent de l'intervention de Madame Marie-Thérèse. Victoria, à vous la parole. Merci beaucoup, Ahmed. So her presentation gave a pretty detailed definition of the informal sector. But of course, as we already know, it's very dynamic and flexible and able to adapt because, of course, this is what the informal sector does normally. They've also been greatly impacted by COVID, not just in terms of the measures, but when they have reopened up and are interacting, they have a lot of close proximity with others. Their transportation means are often shared. Sometimes these are on motorcycles, so you're riding on the back of somebody else's motorcycle. So there's obviously no capacity for social distancing in such a context. You're on the back of a motorcycle or you're on a shared bus with people all crammed in. There's no way you can keep distance in those circumstances. But of course, this is necessary for them to conduct their businesses. They've been very good at adapting to their clientele. And of course, they are already using technology significantly, mostly on cellular phones. This is how they coordinate all of their meetings, their trades. They call people, they exchange money. They're already doing this, and this has increased even more because of COVID. Nevertheless, there are some businesses that have essentially closed. These would be auberges, sort of bed and breakfast, rooming houses, informal hotels. These have essentially closed entirely. There are many other businesses that have just completely disappeared, at least for now, because they can't operate. So what people have done is they've adapted. There are a lot of people who have now, sorry, my notes just moved. There we go. There are a lot of people who are now getting into the fight against COVID. They're making rubbing alcohol. They're making face masks. All of these things that we've already seen. But there's also been a huge growth in traditional medicines and traditional products. Some of these are highly effective. Some of them are not. But just like everybody else, they are trying new things and seeing what works, what helps, what doesn't. And they're reorientating their businesses to help
in the fight against COVID. If they're not making money through one means, they'll make money through other means. And they're finding these niches in the market and taking advantage of that when they can. They're innovating when faced with challenges. Again, these businesses are highly flexible, and we already know this. And this is one of their benefits that we can actually learn from, is how these businesses can turn so quickly and on a dime to then become other businesses that are still successful using the previous skills that they've already learned. They already have all these business contacts. Great. How do we adapt these to COVID and all of these new products that I'm selling? Okay, I'm no longer selling fancy dresses, but I'm selling face masks. And maybe I'm making gloves and other things like that. So they're using their existing business structures and just adapting. And they're doing a lot more online, including door drops. So people call each other, they set up the meeting, they drop the products at the door, the money gets exchanged, and they don't actually come in close contact with each other. So they are trying to obviously protect themselves and others as much as they can, despite many people living in close circumstances, traveling in close circumstances, and running family businesses. So I think that's everything. Go ahead and add anything else that I might have missed. Merci Victoria. Je pense que le résumé reprend en gros les principaux points qui ont été mentionnés par professeur Marie-Thérèse. Bien sûr, s'il y a d'autres points que nous avons oubliés, que nous avons peut-être moins prêté attention, je pense que professeur Marie-Thérèse aura le temps nécessaire pour répondre à toutes les questions qui vont porter sur son intervention. Avant que je passe la parole à mon collègue Florence Angnaba, professeur et vice-président recherche et coopération internationale de l'Université Ouagadougou, je pense que je souhaite juste rappeler en gros qu'est-ce qui a été évoqué jusqu'à présent et que les différentes interventions nous interpellent sur la nécessité aujourd'hui de prendre des mesures et que ces mesures ne sont pas uniquement des mesures économiques ou tout simplement des mesures sociales ou des mesures institutionnelles. Il s'agit d'une réforme systémique qui doit se décliner, à mon sens, en 3 plans. Nous avons le plan institutionnel, nous avons le plan économique et nous avons le plan social. Pourquoi est-il si important aujourd'hui d'assurer une cohérence entre ces 3 plans? C'est parce que le plan institutionnel permet d'établir, ou plutôt de rétablir, la confiance jadis absente ou rompue entre les institutions publiques et les acteurs de l'informel. Si les entités micro-informelles jusqu'à aujourd'hui résistent aux efforts publics de se réformer vers un statut formel, c'est parce qu'il y a un manque de confiance institutionnelle qu'on peut redresser, ou plutôt qu'on peut rétablir grâce aux aides financières, aux revenus de solidarité qu'on devrait verser à ces populations. Pourquoi on devrait utiliser la technologie? C'est parce que le paiement mobile aujourd'hui devrait nous permettre d'avoir accès à des données importantes sur cette économie qui reste pour l'instant incompréhensible pour les décideurs politiques. Parce que grâce à ces technologies, on aura accès à l'identité du bénéficiaire, l'adresse, la taille du foyer et même le secteur d'activité. De telles informations seraient à mon sens déterminantes pour qu'on puisse par conséquent adapter les plans économiques. Il ne s'agit pas tout simplement de verser des sommes d'argent ou des ressources, ou plutôt des subventions, mais il s'agit de bien cibler ces acteurs informels par caractéristiques organisationnelles, personnelles, sectorielles. D'autant plus qu'il faut être réaliste, car si on souhaite les convaincre, il faut mettre en place des actions incitatives sous forme de suppléments financiers réservés uniquement à ceux et celles qui respectent les mesures sanitaires sur les lieux de travail, en l'occurrence le port de masque et le nombre de travailleurs et de clients à ne pas dépasser dans les lieux de travail. Un ensemble de questions aujourd'hui nous interpellent dans le cas burkinabé que je souhaite aborder et approfondir avec mon collègue Florence Angnaba. Florence Angnaba, à vous la parole. Ma présentation va comporter 4 points. Je vais d'abord mentionner les conséquences négatives de la pandémie sur les entreprises informelles. Le second point va porter sur les conséquences positives. Et le 3e point va porter sur les actions à moyen terme mises en œuvre par les pouvoirs publics pour soutenir ces entreprises. Et puis, je vais terminer par quelques actions de long terme pour faire de l'innovation informelle un levier de la relance post-pandémique. D'abord, le premier point, les conséquences négatives de la COVID-19 sur les entreprises informelles.
Selon le ministère de l'Économie et des Finances, la COVID va se traduire par une baisse de la croissance de l'ordre de 3,5% contre une hausse initialement prévue à 6,3%. Et le chômage va, selon toujours le ministère, le chômage va connaître une augmentation de 5,9%. Et les recettes de l'État vont diminuer de 347 millions de dollars. Naturellement, le ralentissement global de la demande qui résulte de ces contre-performances a des conséquences négatives sur les entreprises informelles. Ces entreprises enregistrent notamment une baisse de leur chiffre d'affaires, tandis que certaines charges comme les salaires, les loyers demeurent incompressibles. Les entreprises évoluant dans le secteur des services sont les plus touchées en raison de l'arrêt quasi total, c'est-à-dire au temps fort de la crise, l'arrêt quasi total des activités comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration. L'arrêt pouvait atteindre même 100%, 90%. Ces trois secteurs sont d'autant plus touchés qu'ils connaissaient déjà des difficultés liées à la crise sécuritaire. Vous n'ignorez pas que le Burkina Faso connaît des attaques terroristes depuis maintenant 4 années. Et par exemple, les vendeurs de souvenirs pour les touristes, les guides touristiques sont en quasi d'activité. Et au temps fort de la crise, qui a été décrété de 19h pour mise active la nuit, par exemple les débits de boissons, les restaurants, les boîtes de nuit, aussi la mise en quarantaine des villes touchées par la maladie, ce qui a ralenti les déplacements et qui a fait les transferts. Dans le secteur du commerce, les entreprises qui commercialisent localement des produits frais ont été les plus touchées en raison des restrictions naturellement. C'était impossible de se déplacer. Une situation de visionnement provoquée par la mise en quarantaine des villes, l'impossibilité d'effectuer des déplacements professionnels, l'allongement des délais de livraison et puis aussi l'indisponibilité de certaines matières premières. Sur le plan financier, les institutions de microfinance, les prêteurs informels hésitent maintenant à accorder de nouveaux crédits aux entreprises informelles, même celles qui présentent des solides garanties matérielles. Il faut dire que déjà, sont confrontés à des difficultés de remboursement à cause du volume d'activité des entreprises informelles. Donc, du coup, bon, elles ne souhaitent plus prendre des risques supplémentaires, ce qui naturellement impacte négativement sur les activités des entreprises informelles. Donc, voilà, ramasser quelques points importants sur les conséquences négatives de la pandémie. Mais s'il y a des conséquences négatives, on observe heureusement qu'il y a aussi des conséquences qui sont positives. En ce qui concerne la mise à disposition, la mise sur le marché de certains produits, avec la crise de la COVID-19, on s'est rendu rapidement compte que certains produits importés pouvaient être produits localement. Par exemple, les masques, le gel hydroalcoolique, les lave-mains, on avait coutume d'importer rapidement. Il y a des acteurs du secteur informel, notamment les entreprises informelles, qui ont mis ces produits sur le marché. Donc, certaines entreprises qui connaissaient des difficultés dans certains secteurs d'activité se sont reconverties rapidement en mettant sur le marché ces produits qui représentaient de nouveaux besoins à satisfaire. Et il y a des jeunes aussi qui étaient actifs dans les marchés, dans les gares, dans les
aux abords des églises et qui, de ces lieux de rassemblement, se sont retrouvés au chômage. Et voilà, ces jeunes se sont rapidement convertis en commerçants, en vendeurs de produits alcooliques, de lave-mains et de masques, ce qui leur a permis de continuer à gagner de l'argent pour pouvoir survivre. De son côté, le gouvernement a reconnu les risques associés à la forte dépendance aux importations, parce que avec le confinement et tout ça, il y a eu importer qui, bien sûr, ne pouvait plus l'être. Donc, du coup, le gouvernement s'est rendu compte que dépendre énormément de l'étranger domestiquer la production de certains disons, domestiquer la mise sur le marché de certains produits initialement importés. Donc, voilà quelques points portant sur les conséquences positives de la COVID-19. Maintenant, je vais présenter quelques actions de court terme qui ont été mises en œuvre pour renforcer la résilience des entreprises informelles. Tout à l'heure, je parlais de mesures de restriction, notamment la fermeture des marchés, des écoles, des lieux de culte, l'instauration du couvre-feu, l'interdiction du transport interurbain, l'instauration de permanence dans l'administration publique. Bien sûr, toutes ces mesures ont brisé l'élan des entreprises informelles. Mais heureusement, je peux dire, ces mesures ont permis de limiter considérablement la propagation du virus et comment de lever rapidement les contraintes. Au bout de 2-3 mois, toutes les contraintes que je viens de citer ont été levées. On observe que le nombre de contaminations a diminué fortement. Actuellement, nous comptons 5 à 10 nouveaux cas en moyenne par semaine, tandis que certains pays voisins, comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana, totalisent des centaines de cas. Donc, la levée progressive des mesures restrictives a contribué à relancer l'activité des entreprises informelles pour le grand plaisir des clients, des fournisseurs et des autres parties prenantes. La reprise du trafic aérien depuis le 1er août contribue également à normaliser la situation économique et par conséquent à consolider les acquis des entreprises informelles. Toutefois, il est à craindre que l'afflux de touristes n'entraîne la résurgence de la pandémie dans le pays et par conséquent annule l'embellie observée depuis le début du mois de juillet. Et pour accompagner la reprise de l'activité économique, l'État a pris des décisions visant à alléger la fiscale. Or, le TVA, par exemple, est passé de 18% à 10%. En outre, la taxe professionnelle d'apprentissage et les procédures relatives au recouvrement des créances fiscales ont été suspendues. Sur le plan financier, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, puisque le Burkina Faso fait partie d'une union monétaire de 8 pays, donc la Banque centrale a baissé son taux directeur, ce qui a permis d'injecter plus de 8 milliards de dollars dans l'économie des 8 pays membres. Parallèlement, la Banque centrale encourage les banques commerciales à rééchelonner les dettes des entreprises en difficulté. Bon. Il apparaît toutefois que ces mesures fiscales et financières ne profitent pas directement aux entreprises informelles, en ce sens que ces entreprises ne paient généralement pas d'impôts et ne recourent pas aux bancaires. Dernier point que je vais aborder, c'est quelques mesures de cette pandémie. À l'occasion donc de la pandémie de la COVID-19, les entreprises informelles ont fait la preuve de leur capacité à innover dans l'urgence et sans appui extérieur pour répondre à des besoins nouveaux. La mise sur le marché en un temps record de gel hydroalcoolique, de masques en tissu, de lave-mains, etc., dans un contexte de
rareté des ressources, fait écho à un concept, le concept de l'innovation frugale, tel qu'il a été popularisé par Raju et Prabhu. Ce sont des auteurs indiens, dans un ouvrage qui s'intitule L'innovation frugale, comment faire mieux avec moins. L'État pourrait contribuer à décupler les capacités d'innovation des entreprises informelles et à faire d'elles un levier de la relance post-pandémie, d'abord en consacrant davantage source à la recherche et développement, bien au-delà de la proportion actuelle de 0,2%. Donc, actuellement, seul 0,2% du PIB est consacré à la recherche alors que dans certains pays comme la Corée du Sud, on est il s'agit d'améliorer la collaboration entre les entreprises informelles et les centres de recherche afin de faciliter le transfert de technologies. Il apparaît clairement ici qu'il y a une sorte de cloisonnement entre les centres de recherche et les entreprises informelles. Je pense qu'en développant des passerelles entre ces deux mondes, on pourrait contribuer à renforcer la capacité d'innovation des entreprises informelles. La troisième mesure pourrait porter sur l'intensification de la formation technique afin de préparer les jeunes à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Une quatrième mesure pourrait porter sur le développement d'instruments de financement adaptés à la nature informelle de l'activité de ces entreprises. Par exemple, la mise en place de fonds de garantie dans les institutions de microfinance, l'octroi de subventions sur la base de contrats de performance, la dotation directe en matériel performant de production. Et dernière mesure, on pourrait imaginer aussi d'aider ces entreprises-là à mieux protéger leurs innovations, surtout que dans le contexte national, l'imitation tend à devenir la règle. Donc, pour conclure, je pense que à travers de cette pandémie ou à l'occasion de cette pandémie, nous avons observé que les entreprises informelles ont beaucoup souffert, ont enregistré des pertes, mais en raison des nombreuses contraintes générées par la pandémie, on a observé aussi que la pandémie a généré des opportunités que ces entreprises informelles-là s'emploient à saisir. Je pense qu'avec les mesures prises par les pouvoirs publics, je pense que ces entreprises-là pourraient renforcer leur résilience et aussi contribuer à la relance économique post-pandémie. Voilà rapidement ce que je pouvais dire et je suis disponible pour répondre à toutes questions. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Florence Anglaba. Je pense pour gagner du temps et profiter un peu plus de la session questions-réponses, je cède rapidement la parole à Victoria qui peut nous résumer les principaux points qui ont été mentionnés par Florent. Merci, Hamid. Merci, Florent, as well. Thank you for the presentation. Sorry to some of the participants for some of the technical difficulties. So he gave a very good synopsis of what is currently happening, at least in Burkina Faso. So there have been negative impacts as well as positive impacts of COVID. Sorry, hang on one moment. Perfect. So of course we know many of the negative consequences, but in Burkina Faso, it's estimated that the decline in economic growth is around 3.5%. That means it's decreased by almost half compared to previous years. Unemployment is expected to see about a 6% increase, and state revenue is estimated to fall by 350 million. This is, of course, just one country, and we already know much of the informal sector is not included in many of these stats. So we can't be certain if it's been worse or better, but it's certainly going to be similar numbers because, as mentioned in previous presentations, tourism, hotels, catering, most of those businesses have completely slowed down. Meanwhile, other businesses have
being able to take advantage of the opportunities. And so the positive consequences of COVID on the informal sector is that there, of course, have been improved products, masks, gel, hand washing, things like that. And it's proven that these can be made locally. They don't need to be imported. And that's been a huge note for many people domestically, that they don't need to import such things. If they want to do it domestically, they could. In addition, many young people have gotten into these sectors, so they're selling these on the side of the road. While the central bank has put in stimulus mechanisms, much of this is not targeted towards the informal sector, so it's unclear how much that is helping. Some of the short-term actions to strengthen the resilience of informal businesses is to support the resumption of economic activity, obviously. Some of the good measures has been that the taxation rate, the VAT, has been decreased by 8%. Sorry, my notes are just moving. Give me a moment. There we go. And that in addition, professional apprenticeship tax has been helping in the recovery because those have been suspended. Bringing back air travel will help many of these businesses. However, that could also cause an increase in rates. Currently, Burkina Faso has been doing rather well on rates, depending on how well the measurements, of course, are. But given the large youth population, it's estimated that it may not have as large of an impact on health as was being initially anticipated. Some long-term actions that could make, sorry, there was one more note up here. Yes, so the stimulus package was $8 million, but it's unclear how much of that is going to the informal sector. The long-term actions that could help make the recovery faster for the informal sector and help the informal sector to not face as many stumbling blocks. These are actually measures that would often help in regular times and not necessarily just because of COVID, but COVID presents a good opportunity to stimulate these changes quickly and bring them about and make a dedicated effort. So devoting more resources to R&D beyond the current 0.2% of GDP would be helpful. Improving collaboration between informal enterprises and research centers. So including with this R&D is to increase the linkages between the informal sector and these formal educational institutions to facilitate greater technology transfer in both directions. It's not just one directional. We know from other countries and other case studies that the educational experiences go both ways. Informal sector businesses are very good at teaching hands-on skills and business management skills. So they're quite excellent at that. Intensifying technical training to prepare young people for entrepreneurship and innovation, giving them the skills that they need in a flexible new workforce. Developing financing instruments that are adapted to the informal economy, such as the establishment of guaranteed funds for microcredit, the granting of subsidies on the basis of performance contracts, direct endowments in high-performance production equipment, various other funding mechanisms, as well as possibly new funding mechanisms that we could think of to help improve informal sector growth and adaptation, not just during COVID, but also after COVID. And finally, helping to better protect innovators in whichever ways they wish to be protected. There's, of course, a lot of imitation happening, and sometimes this stimulates innovation, and sometimes it doesn't. And that's something that OpenAIRE has been looking at very in detail. But this is what Florent mentioned in his presentation. I think that about summarizes it. Otherwise, feel free to add précision, Hamid. Merci Victoria. Je pense que 10h15, nous avons un quart d'heure qui nous reste pour la
la session questions-réponses. Parfait. Ok, merci beaucoup Hamid pour ce webinaire et cette belle présentation. Bon, je n'ai pas trop retardé. Je vais directement poser la question. Bon, j'ai plusieurs questions, notamment, bon, la première, elle est adressée à Madame Fatou Gueye. Donc, au niveau du plan de relance économique proposé par l'État du Sénégal, donc environ 1000 milliards de francs CFA, donc on a vu que le secteur informel sénégalais n'est pas concerné par ce plan de relance. Et bon, vous avez effectivement précisé que le secteur informel représente beaucoup, presque 80% des emplois au Sénégal, en tout cas représente énormément au niveau de l'activité économique sénégalaise. Maintenant, j'aimerais savoir quelle politique sectorielle préconisez-vous pour pouvoir conserver ces emplois, parce que vous avez évidemment dit qu'il faut plus penser sur la conservation des emplois plutôt que de créer des emplois. Donc, selon vous, quelle politique sectorielle l'État devrait mettre en place pour pouvoir toucher directement les travailleurs du secteur informel? Donc, de façon à pouvoir consolider et conserver les emplois. Et j'ai une question, Hamid, bon, si vous me permettez. C'est bon, je peux aller au professeur Ouem de Douala. C'est bon, je peux aller au professeur. Donc, bon, vous avez dit qu'au niveau de la pandémie, on a constaté la baisse de des prix dans certaines denrées alimentaires au Cameroun. J'aimerais savoir c'est quel prix et pourquoi cela bande. Souvent, au niveau des récessions économiques, souvent on constate que c'est l'effet contraire, une hausse des prix et tout ça. Donc, j'aimerais avoir beaucoup plus de précision par rapport à cela. Et également, vous avez parlé de la finance informelle, à savoir les tontines. Que les acteurs du secteur informel font entre eux pour la solidarité entre collègues et tout ça. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que véritablement cette finance informelle-là est vraiment nécessaire et vraiment suffisante pour pouvoir relancer un peu l'activité informelle au Cameroun? Bah, pour l'instant, j'ai ces deux questions-là. Merci beaucoup, Hamid. Merci à vous, Bakri. Je pense que nous avons une autre question de la part de notre invité, Monsieur Omar. Oui, bonjour, Omar Touré, Université d'Ottawa. Merci à OpenAir pour ce débat que je trouve assez intéressant et bien vrai qu'il est encore tôt pour que nous puissions ensemble tirer toutes les leçons de cette pandémie parce qu'elle n'est pas finie. Et je pense que pour l'Afrique, c'est des questions qui sont assez pertinentes et c'est bien que nous ayons cette opportunité à travers OpenAir d'avoir cette vision de l'Afrique du Sud, du Cameroun, du Burkina Faso, du Sénégal. Je pense que c'est un excellent panel et je voudrais remercier tous les panélistes pour les interventions de qualité. J'avais juste deux questions qui, je pense, ont déjà été en partie posées par mon prédécesseur. Le premier, c'est par rapport au plan de relance en Afrique, dans les différents pays. C'est l'impact sur le secteur informel, d'autant plus que le secteur informel est mal répertorié, est souvent sous-estimé et à mal des statistiques officielles. Comment le secteur informel peut directement bénéficier des plans de relance? Est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui techniquement que le secteur informel dans nos pays, en connaissant les réalités locales, qu'elle puisse bénéficier directement des plans de relance? Ma deuxième question, c'est, je pense que ça a été très bien développé aussi par rapport aux opportunités pour le secteur informel. Est-ce que nous pouvons avoir une perspective d'après-Covid? Comment l'Afrique peut tirer avantage d'après-Covid, parce que c'est un nouvel monde qui va se dessiner, ce sont de nouvelles réalités. Et je pense que c'est dès maintenant, et pour les chercheurs, de commencer à se poser les questions, au-delà des avantages conjoncturels, de voir comment l'Afrique peut se repositionner dans ce nouveau monde qui se crée. Voilà à peu près mes deux préoccupations. Et encore merci à notre ami du Cameroun que nous avons l'Université d'Ottawa visité et puis de Burkina. C'est toujours un plaisir de les voir et de voir qu'ils sont très dynamiques dans les échanges universitaires. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Omar. J'ai une question qui a été écrite que j'adresse à nos intervenants de la part de Madame Sina, qui va quitter dans quelques instants. Donc, je peux demander à nos intervenants s'ils peuvent répondre à cette question avant pour que Madame Sina puisse avoir un retour sur sa question. Sa question est la suivante. Concernant la flexibilité et le dynamisme des activités informelles, nous avons défendu durant ce webinaire le fait que le secteur informel représente des opportunités pour absorber les chocs et adapter l'économie en période de crise. Toutefois, Madame Sina se demande si, en insistant sur la capacité d'adaptation et de changement des acteurs informels et des entreprises, est-ce qu'on ne contribue pas à une sorte de responsabilité de l'individu et des communautés, et par conséquent, on incite ainsi les pouvoirs publics à moins intervenir. Par conséquent, la question qui se pose d'une autre manière, elle est où le rôle, ou quel serait le rôle des autorités publiques? Par exemple, est-ce que ces autorités doivent formaliser l'informel en valorisant l'innovation, ou comment ces acteurs doivent intervenir? Car il ne s'agit pas tout simplement de demander aux acteurs informels d'être des acteurs proactifs, mais bien évidemment, des actions interventionnistes seraient nécessaires d'après la question qui a été posée. Chers collègues, donc je vous en prie de bien vouloir prendre la parole si vous souhaitez répondre à cette dernière question que je viens de poser. Comme ça, Madame Sina, qui va quitter dans quelques instants, pour avoir un retour, et par conséquent, nous allons répondre par la suite aux questions qui ont été posées par ordre chronologique. Si vous le permettez, je peux intervenir. C'est le professeur Marie-Thérèse Ouma. Je vous en prie. Alors, s'agissant de cette dernière question qui parle de la flexibilité, du dynamisme, comme pouvant être des leviers pour inciter les pouvoirs publics à moins intervenir, je pense qu'il y a comme une forme de complémentarité entre les deux secteurs. Aucun des secteurs ne peut évoluer seul. Le dynamisme et la flexibilité du secteur informel devraient par contre être un moyen pour les pouvoirs publics de les accompagner et en aucun cas être un moyen de se dérober de leurs responsabilités. Chaque secteur a ses responsabilités. Le secteur privé a comme responsabilité de pouvoir impulser la dynamique de développement, de la croissance de l'activité économique, appuyée par le secteur, par les pouvoirs publics. Alors, il n'y a pas de rupture lorsque le dynamisme du secteur informel lui permet de continuer à innover, de continuer à créer de la richesse. Au contraire, c'est un moyen pour les pouvoirs publics de savoir qu'ils pourraient tirer avantage, puisqu'ils tirent avantage de la qualité des activités à travers notamment la fiscalisation. Je ne pense pas que ce soit un moyen pour, c'est mon humble point de vue. Au contraire, ce dynamisme, cette flexibilité devrait être un moyen pour les pouvoirs publics de mieux repenser la manière dont ce secteur pourrait être fiscalisé et donc l'impact sur les recettes des pouvoirs publics si le secteur était mieux accompagné et mieux encadré. C'est mon humble point de vue. Madame Fatou de l'université Cheikh Anta Diop, je vous en prie de bien vouloir répondre à la question qui a été posée par notre collègue Abou Bakri sur la prise en considération du secteur informel dans la politique de relance décidée par le gouvernement sénégalais. Merci beaucoup, Hamid. Donc, je vais revenir un peu sur la formalisation parce que dans notre premier bouquin sur le secteur informel en Afrique de l'Ouest, on est revenu sur la formalisation des entreprises informelles. Je pense qu'on peut formaliser dans ce que nous appelons le gros informel, qui ont une plus capacité à s'adapter à la formalisation, à la fiscalisation, et accompagner le petit informel, c'est-à-dire les marchands ambulants, les petits métiers, etc. Donc, je crois qu'il faut faire une distinction dans la
formalisation des entreprises informelles. Ce qu'on a appelé les gros informels, c'est-à-dire les entreprises qui ont une grande capacité managériale, qui ont un gros chiffre d'affaires, ils étaient prêts à être formalisés. Donc, c'est une volonté politique d'accompagnement à la formalisation. Et les petits acteurs informels, essayer de les accompagner à travers l'ADPMO, à travers les bureaux de mise à niveau, etc., pour que la formalisation se fait par après. Maintenant, pour revenir sur le plan de relance, pour conserver les emplois au niveau du Sénégal, c'est bien vrai que le plan de relance sur les 1000 milliards que l'État a lancé, ça a concerné la majeure partie des entreprises privées qui étaient formelles, puisqu'ils étaient identifiables et ils étaient constitués en association et ils étaient plus identifiables que les acteurs informels. Donc, ce que nous préconisons pour les acteurs de l'informel, c'est de quoi? C'est de les faire une restructuration du secteur informel, c'est-à-dire d'aller au niveau des organisations faîtières, c'est-à-dire, par exemple, pour chaque type d'activité, d'aller au niveau des associations des entreprises informelles, comme on a ici l'UNACOA, au niveau de l'UNECOA, au niveau des chambres de commerce, essayer de réorganiser le secteur informel et à partir du bureau de mise à niveau, à partir de ce que nous avons ici de la DER, la délégation générale de l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et pour les jeunes, d'essayer d'avoir des sources de financement pour leur permettre de se relancer et pour pouvoir conserver ces emplois qui sont déjà acquis. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame Fatou, de votre réponse. Est-ce que parmi vous, quelqu'un souhaite rajouter un autre élément et un dernier élément avant de clôturer cette session questions-réponses et conclure l'événement, parce qu'il nous reste 2 minutes exactement pour respecter le temps que nous avons fixé dès le début. Je pourrais le faire très rapidement pour répondre aux préoccupations de notre ami qui a voulu savoir comment les prix peuvent baisser. Les prix des produits peuvent baisser. Il s'agit essentiellement des denrées périssables, celles qu'on ne peut pas conserver longtemps si elles ne sont pas vendues, liées au fait de la faiblesse de la capacité de transformation et de conservation de ces produits. J'ai pris l'exemple des tomates et autres denrées du même genre. Quelqu'un voulait savoir également comment les tontines peuvent-elles relancer l'activité informelle. Les tontines ont aujourd'hui une force inestimable dans nos économies parce que c'est une forme de secteur de marché financier informel où on mobilise parfois des sommes que l'on ne peut pas imaginer, qui ne financent pas seulement le secteur informel, mais même la grande activité. Beaucoup de grandes entreprises vont se financer auprès de ce secteur-là. Donc, nous pensons, même en le laissant dans l'informel, on peut faire de cette tontine un véritable marché financier très dynamique. Merci. Je vous remercie, Madame Marie-Thérèse. Je pense que nous sommes arrivés à 12h15 et pour respecter le temps que nous avons fixé vis-à-vis de nos invités, vis-à-vis de nos intervenants, je tiens encore une fois de plus à remercier tous les intervenants qui nous ont accordé leur temps, qui nous ont partagé leur expertise et leur connaissance pour pouvoir enrichir ce premier débat francophone, que j'espère qu'il ne sera pas le dernier, mais au contraire, une première initiative. Bien évidemment, plusieurs questions restent sans réponse faute de temps. Toutefois, s'il y a une conclusion à retenir, c'est que tôt ou tard, les gouvernements de nos chers pays seraient incités à agir sur les dysfonctionnements structurels. 3 dysfonctionnements structurels aujourd'hui empêchent l'épanouissement des travailleurs de l'informel. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à un logement décent. Je pense que nous aurions d'autres occasions pour en discuter prochainement et certainement OpenAir est ravi de jeter des ponts de collaboration entre l'Université d'Ottawa et les universités, les organisations respectives de tous les intervenants qui ont participé aujourd'hui à ce webinaire. Certainement, nous allons discuter d'autres possibilités, d'autres initiatives. Nous allons rester en contact pour aller plus loin dans cette réflexion qui mérite encore plus d'attention et plus d'intérêt de nos parts et de la part de nos décideurs politiques. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.